Et donc, on commence avec Éric Saint-Frison. Salut Éric, consultant auto. Peut-être que tu viendras nous voir d'ailleurs au salon de l'auto à la mi-octobre. C'est absolument certain. C'est absolument certain. Donc, mutation du marché auto. Par quoi est-ce qu'on peut commencer pour raconter ce qui est en train de se passer dans ton secteur ? En fait, en sachant que je venais sur ton plateau ce matin, j'ai ouvert ma première newsletter d'information, que j'en lis plusieurs le matin, et je te lis juste les titres. Vas-y. C'est super intéressant. Voiture électrique, les prix de la recharge aux bornes rapides explosent. Ouais. Pénurie de pièces et de puces, les constructeurs souffrent dans toutes les régions. L'industrie auto demande à l'Europe d'accepter les carburants propres après 2035. L'industrie auto espagnole demande des mesures exceptionnelles d'assistance. Lithium, nickel, cobalt, la grande peur des pénuries de matières premières et sobriété énergétique, recharge déconseillée entre 8h et 13h et 18h et 20h. Ça, c'est juste pour te donner quelques titres qui parlent de l'automobile ce matin sur une newsletter. On est dans une phase dans laquelle il n'y a pas un secteur, pas un élément. Ça tourne beaucoup autour de l'électrique, tous tes titres quand même, parce que lithium, cobalt, etc. et tout, c'est des sujets électriques, hein, on est d'accord. Hein. C'est difficile de faire autrement, puisque on nous a dit qu'il fallait qu'on soit tout électrique en 2035, et donc l'armée de l'automobile doit s'organiser autour de cette électrification. Donc pour aller à l'électrification, il faut faire tout un tas de choses, dont certaines sont couvertes sur ces sujets, et qui posent tout un tas de problèmes pour lesquels personne n'a de réponse. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. Donc, explosion des prix de la recharge. Oui, c'est explosion des prix de l'électricité. Oui. On avait sous-estimé sans doute, parce que sans doute on va redescendre un jour sur les prix de l'électricité, mais pas à 45 € le mégawattheure. Ce sera de toute façon plus près des 100 que des 45 € le mégawattheure. Ça, c'est sûr. Et 100, c'est plus cher qu'aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, tu payes sur un superchargeur Tesla ton kilowatt à 79 centimes, il vient d'augmenter, il était à 46 l'été dernier quand même, c'est ce qu'on peut appeler un beau gap. Ouais. Si on monte à 100 ou à 1 euro le kilowatt, le coût d'usage de ta voiture électrique, à comparer à une voiture diesel, va devenir super intéressant parce que... Mais oui, mais tu peux plus regarder les choses comme ça, Eric, on est d'accord. Oui, mais alors, je vais les prendre autrement. Ta voiture électrique qui te permet de prendre la route, elle coûte très cher. Elle n'est pas accessible à la majorité des Français. Certes. Le prix de la voiture devient un problème. Ouais. On en reparlera peut-être juste après. Ouais, absolument. Si le prix de la voiture est élevé et le prix de l'énergie est élevé, ça veut dire que la voiture électrique, elle n'est pas faite pour le citoyen lambda. Elle est faite pour une catégorie de gens qui peuvent s'offrir ce genre de choses. Peut-être les mêmes que ceux qui volent en jet. Ou alors... et je ne sais pas où on en est. Tu mets en place une formule de leasing, alors c'est en partie ton métier, tu mets en place une formule de leasing massif pour permettre à tout le monde, avec une garantie d'État, pour permettre à tout le monde de vivre en voiture électrique. Ça veut dire que l'automobile devient un produit fourni par l'État aux citoyens, d'une façon ou d'une autre, en propriété ou en partage, quand il en a besoin, mais c'est une nouvelle économie qui se construit autour de l'usage de la voiture et plus sa possession. Ça ne va pas être simple de construire cette économie au niveau mondial. On peut l'imaginer dans un marché français ou mais alors là, rien n'est simple au niveau mondial. Ça, c'est encore plus compliqué, parce que avant qu'on installe des bornes ou des systèmes de recharge ou des leasing dans des continents entiers, il va passer de l'eau sous les ponts. Je ne serai plus là pour en parler sur ton plateau, Stéphane. Non, mais à l'échelle d'un pays, ça peut se faire. Ça peut se faire à l'échelle d'un pays, mais tu ne développes pas une économie à l'échelle d'un pays. Le leasing dont tu parles, et dont parle le gouvernement aujourd'hui, j'en sais rien, tu prends €, pour quelqu'un le subventionne. Je dis n'importe quoi, je connais mal les voitures, j'en adore l'économie, mais je connais mal les modèles. Mais tu prends 208 électriques, enfin tu prends les petits modèles électriques que font Peugeot d'un côté et Renault de l'autre, on va laisser peser, enfin tout va bien, tu les montes en volume et puis ça roule. Sauf que ces voitures-là valent déjà entre 35 et 50% plus cher que les voitures thermiques de la même catégorie d'il y a 5 ans. Donc on est même sur ces voitures-là dans des coûts d'acquisition qui sont extraordinairement élevés. Oui, mais c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Alors, c'est pas cher. Tu te souviens de la formule? Oui, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Un chiffre que m'a donné un distributeur d'une marque française très connue avec un lion sur le logo, qui m'a dit, il y a 2 ans, le prix moyen des voitures dans mon showroom, c'était 22 000 €, en ce moment, c'est 30 000. Alors voilà. Alors, ça, c'est la grande mutation dont ta newsletter ne parle pas, mais qui est sans doute le truc le plus fondamental.
hein, en ce moment. La voiture est en train de devenir un produit de luxe. Oui, complètement, elle l'est. Objectivement, elle l'est. Il y a 10 ans, le prix moyen d'une voiture neuve était aux alentours de 17 ou 18 000 euros. Il est monté dans les 23 24 000 euros l'année dernière, et là, on est en train de le voir arriver à 30 000. Donc, la montée en puissance du prix des voitures, donc de l'inaccessibilité pour le commun des consommateurs, est quelque chose de phénoménal et d'extrêmement dangereux. Et ça va avoir des conséquences sur la façon de consommer quel type de voiture. Est-ce que je fais de la voiture d'occasion ou de la voiture neuve? En fonction de mes moyens, je vais choisir. Pourquoi tu dis dangereux? Alors, juste, disons-le, c'est pas un danger pour les constructeurs, pas du tout, bien au contraire. Ils se sont jamais aussi bien portés. Je produis moins, je vends moins et je gagne plus. Nouvelle équation de l'industrie auto. L'industrie du luxe, mon vieux. C'est l'industrie du luxe. Et tu dégages des marges qui sont des marges à 2 chiffres, ce que l'industrie automobile n'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Jamais. Et l'industrie automobile n'a jamais gagné autant d'argent qu'en 2021. C'est un record absolu, tout constructeur cumulé. Il n'y en a pas un qui perd de l'argent. C'est aussi une première dans l'histoire de l'industrie automobile. Donc c'est une merveilleuse histoire 2021 pour les constructeurs. Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est pérenne? Sur le premier semestre Stellantis, c'était encore durable. Hein. Oui, parce qu'on est dans la même mécanique, dans la pénurie de... Quand tu dois arbitrer, tu reçois un nombre de composants électroniques X. Ouais. Il est figé. Ouais. Où est-ce que tu mets tes composants? Sur les voitures qui te rapportent 3% de marge ou sur les voitures qui t'en rapportent 15%? Sur les voitures qui t'en rapportent 15%. Je ferai comme eux, très honnêtement. Évidemment. Et donc le choix qui est fait, il est extrêmement rentable. Est-ce qu'il est durable le jour où les chips électroniques, les puces, seront de retour en volume sur le marché, que les constructeurs asiatiques en particulier pourront en disposer aussi massivement, alors on verra revenir des voitures qui seront beaucoup plus abordables. Électriques sans doute, mais pas que électriques. Et tu penses que quoi? Que les constructeurs européens, à ce moment-là, auront perdu le savoir-faire? Enfin, Volkswagen va toujours savoir faire des Golf. Hein. Ils vont pas... Oui. C'est pas parce qu'ils arrêtent pendant un petit moment, puis je sais pas s'ils arrêtent les Golf d'ailleurs, des Punto. Non. C'est pas... non, les Golf, les Golf. Je dirais, ils savent faire, ils ont toujours su faire. Il n'y a aucun doute, ils sauront faire des voitures de tout type et de toute taille et de tout format. Est-ce qu'on aura encore l'outil pour le faire? La question, elle peut se poser, parce que l'utilisation des usines aujourd'hui en Europe, c'est 60%, le taux d'utilisation. Environ 60% des capacités sont utilisées, 40% non. La norme habituelle, c'est 75 à 80. Et au-dessus de 80, t'es bien. Donc on est très en dessous de cette norme. Si les constructeurs décident de ne pas rouvrir ou de ne pas réétendre la production parce que c'est quelque chose qui leur rapporte des sous et qui leur permet d'être brillants en bourse, mais oui. Eh ben, ils rouvriront pas les capacités. Brillant en bourse, brillant dans leurs résultats. Et si ils ne rouvrent pas, tu ne trouveras plus les compétences pour travailler sur les chaînes. L'arrivée de la voiture électrique, c'est la fin de la fonderie, par exemple. Ouais. Et donc s'il n'y a plus de fondeur, il n'y a plus de carter de boîte de vitesse, il n'y a plus de culasse, il n'y a plus de piston, il n'y a plus de bielle, il n'y a plus tout ça. S'il n'y a plus ces pièces-là... Enfin, il en restera quelques-uns, mais ils vont se concentrer. Oui, ou on les importera. Parce que les Asiatiques vont continuer de les faire, ces pièces-là. C'est pas l'ambiance là-dessus. Parce que je m'étais penché sur la fonderie, effectivement, il y a 18 mois. L'idée est quand même d'une concentration. On a, et notamment dans les Vosges, un outil industriel efficace, mais beaucoup trop petit, quoi. Enfin voilà, il faut concentrer tout ça. Mais oui, mais la fonderie, c'est le maréchal Ferrand, quoi. Oui, à un moment, effectivement... Oui, mais tu as raison, le maréchal Ferrand a disparu, ou quasiment disparu, quand on est passé de l'hypomobilité à l'automobilité. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute, il faut que tout ça change, mais... Mais attends, parce que ton point, ça reste toujours le même, c'est tu dis, on va dans le mur avec le pari électrique. Voilà. Oui, on n'est pas prêt, rien aujourd'hui n'est prêt. Et il ne faut pas y aller dans le 100%. Voilà, c'est ça. Et le temps ne fera rien à l'affaire, quoi. C'est irrattrapable. Irrattrapable. En fait, la chose qui me frappe le plus, c'est l'intégrisme des gens qui veulent nous imposer l'électricité. Si on nous disait l'électrique, c'est pour l'urbain, et on va tout faire pour qu'en ville, il n'y ait que ou quasiment que des véhicules électriques. Ça a du sens. Bravo. Et à côté de ça, on développe des techniques ou des solutions en neutralité carbone absolue, carburant de synthèse, hydrogène vert, quand on sera capable de le faire à des coûts raisonnables, si on est capable de le faire. Sur les voitures, sur les camions, sur les trains... Sans doute, mais sur les voitures, c'est... Ok, mais donc, hydrogène vert, oui, non. Carburant de synthèse, à condition que la neutralité carbone soit respectée. Pourquoi on s'empêcherait, on se priverait de ces technologies? Technologies qui, au demeurant, te permettent de garder une partie de l'outil industriel traditionnel, puisqu'un moteur à carburant de synthèse ou même à hydrogène injecté fonctionne avec les mêmes pièces qu'un moteur thermique d'aujourd'hui. Tu as dit à un moment l'automobile espagnole appelle à l'aide. Pourquoi est-ce que l'automobile espagnole a un problème? Parce que pour les mêmes raisons, les usines espagnoles qui tournent aujourd'hui au ralenti. Ah oui, c'est ça. Tout ce qui était en fait petite voiture low cost, etc. et tout. Fabriqué là-bas.
tout ce qui est oui, petit bien modèle, sûr. principalement, vient d'Espagne. Vient d'Espagne. Des usines de Barcelone, de Valence, du nord-ouest de l'Espagne, je cherche le nom, Vigo. La Galice. Pardon, la Galice aussi, voilà. Donc tout ça est très affecté par c'est très intéressant. l'évolution. La fermeture de certaines usines annoncées en Europe continentale par les constructeurs, dont celui que je connais bien, qui est Ford, l'usine de Sarre-Louis, qui était une usine historique du groupe, va fermer. Parce qu'elle produisait des voitures que Ford ne veut plus vendre, ou ne peut plus vendre dans le schéma de rentabilité actuel. C'est un vrai... On va vers un nombre de transformations et de traumatismes extrêmement large. Oui, mais c'est une mutation industrielle. Et pour le coup, c'est une mutation industrielle vers une montée en gamme accélérée. Mais ce que tu me décris, c'est quand même une montée en gamme. C'est davantage de marge, c'est des boulots plus intéressants, des ingénieurs, du design, enfin... c'est de la possibilité d'investir, de robotiser. J'arrive pas à m'inquiéter en fait. Je comprends la mutation, j'arrive pas à m'inquiéter. Alors, s'inquiéter, peut-être ne faut-il pas s'inquiéter, mais la vitesse à laquelle le changement est imposé pose tout un tas de problèmes. Je te prends l'exemple de la mécanique. Demain, quand tu voudras faire entretenir ta voiture thermique, parce qu'il va en rester jusqu'en 2050 des voitures thermiques, grosso modo. Donc il faudra bien des gens capables de te faire une révision, une réparation sur une voiture thermique. Ces gens-là, tu ne les formes plus aujourd'hui, parce que tu vas former des électromécaniciens ou des électroniciens ou des électriciens de l'automobile. Ouais. Comment tu vas faire la maintenance de ton parc? Tu pourras plus, il y aura plus de pièces. Il y a de la marge quand même, Eric. Non, pas tant que ça. Il y en a des garagistes là. Oui, non, de moins en moins. Des garagistes de moins en moins, Stéphane, de moins en moins. Des concessionnaires, des groupes de distribution consolidés, industriels avec des tailles absolument colossales. Il y en a. Des garagistes de capillarité près de là où vivent les gens, il en tombe des dizaines tous les jours. Eh ben, tu retireras. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Marc, que tu connais bien d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec ma vieille Opel Sintra, voilà, qui à un moment a plus le droit de rouler. Bon, bah. J'ai versé une larme, c'était très bien, mais à un moment, ça s'arrête, quoi. C'est plus possible. Là aussi, tu touches à quelque chose d'intéressant. On va décider un jour d'interdire à des gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Enfin, ils repoussent la décision également. Enfin, moi, ma Sintra, elle n'avait plus le droit, quoi. Non, mais ils ne l'appliquent pas. À Paris, tu as déjà vu un contrôle sur les vignettes critères. Non, mais là, elle passait plus le contrôle technique et Opel ne faisait plus les pièces pour... J'attends avec impatience le jour, encore une fois, où quelqu'un, un gouvernant quelconque, local ou national, va dire, parce que vous avez une vignette critère 2, 3, 4, 5, vous laissez votre voiture au garage ou vous l'amenez pour une destruction. J'attends ce jour avec impatience, parce que je crains que nous voyions revenir sur les petits ronds-points de nos campagnes des gens habillés d'un gilet jaune. Mais ça, tu peux dire, t'es pas obligé à chaque fois de faire des périphrases. Donc ça, c'est les zones faibles émissions, là. Ouais, les zones à faible émission. J'ai vu ça, c'est impressionnant. On n'a pas conscience de ce qui va se passer. C'est zone pour quand, à forte exclusion. Zone à forte exclusion. C'est 2023. Alors c'est déjà le cas à Paris. Je rappelle quand même qu'à Paris, tu n'as pas le droit de rouler la semaine avec une vignette critère 4 ou 5. D'accord. C'est interdit. D'accord. En 23 puis en 24, on passe à des règles qui arrivent à du critère 2. Et je rappelle que le Grand Paris qui fait toute la périphérie parisienne... Donc c'est la 86 ? Ouais, c'est la 86 en gros. Dans cette sphère de la 86, de la communauté de communes qui sont réunies sous cette bannière... Si tu superposes, et j'ai fait l'étude, si tu superposes les vignettes critères et les revenus individuels des foyers, il y a une absolue correspondance entre les gens qui n'ont pas d'argent et les gens qui ont des vignettes qui les excluent de Paris. Bien sûr. Et de là où ils vivent, parce qu'ils sont dans la zone. Bien sûr. Donc on va dire à ces gens-là... tout le nord-est de Paris, quoi. Voilà, pour être clair. Le nord-est, le nord-ouest, le sud-est de Paris, toutes les zones populaires, tu vas dire à ces gens, votre voiture, vous pouvez la mettre à la poubelle. Et j'aimerais... vraiment savoir ce qu'on va leur proposer. Et ça, c'est pour quand, ça ? C'est 2023. C'est 2023, donc la décision de mise en place des ZFE, si elle est appliquée, c'est une explosion garantie. Garantie, mais je peux pas personne ne pourra en vouloir à ces gens-là. Personne. Ils ont besoin de se déplacer pour aller bosser, emmener les enfants à l'école, aller faire des courses, partir en vacances, en week-end. On va leur interdire de faire ça ? Non, et puis c'est comme, alors pardon de ce rapprochement, mais vous allez comprendre, c'est comme fermer Fessenheim avant que Flamanville démarre. C'est-à-dire, si tu la décision, tu peux la justifier, mais il faut absolument que les solutions alternatives soient en place, rodées, fonctionnent. Donnons le temps au temps. C'est pas le cas, le Grand Paris est pas encore au rendez-vous, quoi. Les gens de l'automobile, en fait, ils ne luttent pas contre la nécessaire transformation et la neutralité carbone. Personne dans cette industrie à laquelle j'appartiens ne milite pour le conservatisme des mauvaises solutions. Mais tout le monde milite, parce qu'on le sait, pour
se donner le temps de mettre en place les bonnes solutions. Or, Bruxelles a imposé des mauvaises solutions, ou en tout cas des solutions partiellement mauvaises, et les a imposées à marche forcée. Oui, mais il m'a semblé que les constructeurs étaient assez ambigus là-dessus. C'est-à-dire, il y en a qui disent OK, il y en a qui disent oui, on peut le faire, il y a des équipementiers qui disent oui, on peut le faire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait un front uni des constructeurs sur cette question. Alors, tu as raison, il n'y a pas de front uni parce qu'il y a des opportunités de business à prendre. Donc, je m'engage. Je vais prendre l'exemple de Stellantis. D'un côté, Stellantis et son président, infiniment performant et brillant, dit l'électrique, on développe, on va proposer des solutions. Et de l'autre côté, il dit c'est une connerie de. On n'y arrivera pas. Ah oui, lui, il est très clair en disant on n'y arrivera pas. Voilà. De faire du tout électrique. Donc il dit la même chose. Il dit l'électrique, oui, mais le tout électrique, c'est débile. Et le tout électrique, dans le délai qu'on nous impose, c'est suicidaire. C'est à peu près ça qu'il dit. Hein. Mais pour autant, il est obligé de suivre la loi. S'il ne fait pas de voiture électrique, qu'est-ce qu'il va vendre quand on sera dans les contraintes ZFE ou autres? Il est obligé de le faire. Donc il y a une nécessité de répondre à la frénésie des Verts à Bruxelles qui impose des changements à une vitesse qui est totalement exagérée. Là, tu vas avoir la mise en bourse de Porsche. Oui. Le vieux monde fait de la résistance quand même. Porsche qui est l'inventeur récent du carburant de synthèse le plus performant. Porsche qui vient de déposer des brevets sur un moteur V8 à hydrogène injecté. Donc Porsche qui est une boîte qui continue de travailler sur la R&D. Il coûte une fortune, non, ce moteur V8 à hydrogène injecté? Pour l'instant, oui, mais en fait, ils l'ont développé pour déposer des brevets qui vont vendre à d'autres. C'est extrêmement simple. Parce que juste une insiste, parce que moi, à un moment, je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire de l'hydrogène. Globalement, alors, je vous avais raconté d'ailleurs qu'il y a un débat, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, je vais me renseigner entre Safran et Airbus, même sur l'avion à hydrogène, en fait, Safran dit non. Et la voiture, oui, des gros bus, oui, des camions, mais la voiture, non. En l'état actuel, non. Et quand je dis en l'état actuel, c'est à vision à 30 ans, quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de travailler la fameuse pile à combustible, donc le générateur d'électricité embarqué dans une voiture. On ne s'est pas donné les moyens. Non, c'est le volume d'hydrogène dont tu auras besoin. C'est ça surtout le problème. Pas tant que ça. Et avec l'énergie verte qu'on nous promet que nous allons avoir, tu peux produire avec de l'énergie verte de l'hydrogène vert. Ouais. Si tu produis de l'hydrogène vert, tu as réglé la principale principal bloquant de la mécanique hydrogène, de la pile à combustible. Encore une fois, c'est une question de volume. C'est une question de volume, mais donnons-nous... C'est considérable. Stéphane, en fait, si je te disais l'avenir est à 100% dans la pile à combustible et dans l'hydrogène, je te dirais une connerie. De la même façon que quand on nous dit c'est le 100% électrique, c'est une connerie. Donc, composons avec des solutions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Trouvons des solutions qui sont complémentaires, hybrides, pas dans le sens énergétique de la voiture, mais dans le sens multi-solutions. Ces solutions, les unes à côté des autres, vont apporter à la planète ce dont elle a besoin. Deux choses encore. La première, tu l'as dit d'un mot, les Chinois. Je peux te dater exactement, moi, la première fois que j'ai entendu parler les Chinois arrivent, c'était il y a 20 ans. Oui. Je ne les vois toujours pas. Hein. Alors, je pense que tu n'as pas encore bien regardé, mais tu as 3 marques qui sont très présentes en France, MG, CRS et Airways. Très présentes à quel niveau? Ça fait quelques millièmes de pourcents. Mais ils sont là, ils ont des réseaux de distribution où ils ont construit des systèmes de commercialisation alternatifs. Les marques débarquent... Et ils vendent quoi, 3000 voitures par an? Les marques sont en train de débarquer avec des accords extrêmement importants, avec des distributeurs en particulier. Cet été, un groupe suédois qui s'appelle Bilia et un groupe suisse présent en France qui s'appelle Émile Frey. Les deux ont annoncé des signatures avec Great Wall pour importer. Donc ce sont des gros distributeurs automobiles, hein, c'est ça? Oui, Émile Frey, c'est le plus grand en Europe. Il serait numéro 1 aux États-Unis, pour te situer. Le plus gros européen serait numéro 1 aux États-Unis. C'est pas mal. Tout ça, c'est beaucoup plus petit que les pour distribuer chinois. De la voiture chinoise. 2 marques de voitures chinoises. Great Wall, ça s'appelle? Great Wall, c'est une des plus grandes marques chinoises. Un des plus gros constructeurs chinois. Et c'est des chouettes bagnoles, les Great Wall? Honnêtement, c'est pas mal. Les voitures qu'ils ont choisies, les marques, parce qu'il y a des marques dans les marques. Great Wall, c'est un groupe, c'est un peu comme Stellantis, et ils ont une gamme de marques, et ils ont décidé d'importer deux de ces marques en Europe, et les produits sont vraiment intéressants. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, et tu verras au mondial, puisque tu y seras. Je pense que l'un des sujets majeurs du mondial, ça sera la présence de Renault et l'absence de Stellantis, et ça sera les Chinois. Et tu verras aussi des distributeurs. Mais tu es d'accord avec moi, ça fait 20 ans qu'on me dit le grand thème du mondial de l'auto, ce sera les Chinois. J'ai quitté mon constructeur américain préféré en 2006. La première chose que j'ai fait pour des financiers français... C'était Ford, pour le dire vrai. Je suis parti en Chine, mandaté par des financiers français qui voulaient importer des voitures. Au bout de 3 jours, j'ai dit ramenez-moi, c'est une catastrophe. C'est la préhistoire. C'était impossible d'imaginer une voiture de ce type importée chez nous.
La dernière fois que je suis allé en Chine, c'était juste avant le Covid, et j'ai visité des usines, en particulier chez Geely, avec une qualité de production qui est à peu près équivalente à la nôtre. Donc on y est là. Les Chinois, rendez-vous dans un an sur ce plateau. Les Chinois seront sur le marché massivement. Lynk & Co, filiale de Geely. Ouais, tu m'en as parlé de ça. C'est 0,5% du marché. C'est 0,5% du marché. Et tu n'es pas sur la possession de la voiture, tu es sur la mutualisation de l'usage de la voiture. Très intéressant. Comme Emmanuel Macron avec la voiture électrique. Voilà, on a bouclé la boucle. Non, on bouclera la boucle très vite sur les réseaux de distribution, parce que en fait, ils vont pouvoir s'appuyer sur des réseaux de distribution que les constructeurs classiques sont en train de délaisser pour avoir un contact direct avec le client. C'est ça qui se joue là en ce moment. C'est super, c'est un vrai sujet. Mais rapide. Difficile à traiter rapidement, mais très très synthétiquement. Les constructeurs cherchent à changer le contrat, de façon à répartir un peu mieux la richesse entre eux et les distributeurs. Pour autant, ils ont besoin de distributeurs et ils le disent. Dans un nouvel accord ou dans un nouvel agrément de plus concessionnaires mais agents. Et il y a tout un tas de discussions sur ce sujet. Mais ils ont besoin de ces réseaux de distribution, ils ont besoin de la proximité du point de vente avec le client. Et même si tu fais du contact direct avec le client pour l'informer que ton produit existe, tu as besoin de quelqu'un pour lui mettre en main, pour la livrer, pour l'entretenir, pour tout un tas de choses, y compris la financer. Donc les réseaux vont rester. Ce qui est super intéressant au niveau des réseaux. Je reprends 2006, mon départ de chez Ford. Un constructeur français à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus, au moment où je te parle, 14. Comment ça, je comprends pas. Il y avait un constructeur en France à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2006. Un constructeur, un distributeur. Ah oui, un distributeur. À plus d'1 milliard, il y en a 14 cette année. Ça veut dire qu'ils se sont concentrés massivement. Ils se sont structurés. Et donc, dans le rapport de force, c'est plus la même chose. Le plus gros distributeur en France pèse 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Ça commence à peser face à des constructeurs qui, s'ils sont importateurs, sont plus petits que leurs distributeurs. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des tas de constructeurs en France qui ne font pas importateurs, qui ne font pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Formide. Merci Eric. Et puis donc, rendez-vous au Salon de l'Auto. Le 16 octobre. Voilà, c'est ça. À la mi-octobre, on sera là au rendez-vous. On continue Bismart.